Salut tout le monde, on vous emmène avec nous à Tenerife. Volcans, forêts anciennes, falaises battues par l'Atlantique, sans oublier la faune et la flore endémiques que l'on espère bien croiser. On vous emmène donc avec nous pour des randonnées sur les volcans, du snorkeling dans les piscines naturelles et des bons restos. Première étape, le TID, le point culminant de l'Espagne, à 3718 mètres. La montée commence par la couronne forestière, une immense pinède de Pinus canariensis. Cette couronne forestière est habitée par les grands corbeaux des Canaries, une sous-espèce endémique des grands corbeaux continentaux. Il est légèrement plus petit avec un bec un peu moins massif. Plus de 300 espèces peuvent être observées au fil des saisons. Parmi ces oiseaux, 4 espèces sont strictement endémiques des îles Canaries. Le pinson bleu, le pigeon des loricilves et le pigeon de Bol, et le tarier des Canaries, qui lui n'est présent que sur Fuerteventura. Il y a également 30 sous-espèces endémiques, comme le grand corbeau des Canaries, mais aussi le rouge-gorge ou le piquet-pêche. On arrive au pied du TID, dans un monde minéral composé de coulées de lave figée, de scories et de bombes volcaniques. Initialement, on voulait monter de nuit à pied jusqu'au sommet. Jusqu'à début 2025, c'était possible sans autorisation. Aujourd'hui, c'est terminé. L'accès est désormais strictement régulé, 250 personnes maximum par tranche de 3 heures, et seulement 50 autorisées à atteindre réellement le sommet sur les derniers 200 mètres. On était en décembre, on a attendu la météo, surveillé la neige, espéré une fenêtre. Résultat, plus de place. Bon, on prend le plan B, on fera voiture et téléphérique. On embarque dans le téléphérique pour prendre 1200 mètres d'altitude en moins de 10 minutes. Le TID est un stratovolcan actif, formé il y a environ 170 000 ans, après l'effondrement d'un ancien édifice volcanique encore plus massif. Sa dernière éruption date de 1909, au volcan Chiniro, juste à côté. La végétation disparaît peu à peu. Nous voilà à 3550 mètres. Il reste encore 160 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet, mais il faut la fameuse autorisation. Ici, le temps est compté. 1 heure maximum sur les plateformes pour limiter l'impact humain. La vue est saisissante. Mais le vent et le froid aussi. Il y a de la neige par endroits pour vous donner une idée de la température. Jusqu'au 19e siècle, il était encore plus imposant, avant qu'une longue éruption explosive ne provoque l'effondrement d'une partie du volcan. Lors de cette éruption, des laves noires très riches en obsidienne ont été émises, atteignant parfois plus de 200 mètres d'épaisseur et ont contribué à la formation du cône terminal actuel. Sur un mirador, une petite silhouette s'approche. C'est le pipite de Berthelot, une espèce endémique de Macaronésie. On ne le trouve donc que sur les îles Canaries et à Madère. Un oiseau discret, parfaitement adapté aux milieux ouverts et volcaniques. Il se nourrit principalement d'insectes et de graines, mais ici, il n'hésite pas à inspecter les miettes laissées par les visiteurs. L'activité volcanique ne s'est jamais complètement arrêtée. Les fumerolles en sont la preuve la plus visible. L'eau de pluie s'infiltre dans le volcan, se réchauffe en profondeur, puis remonte chargée de gaz soufré. En se condensant à la surface, ces gaz déposent de petits cristaux jaunes bien visibles sur la roche. Le froid finit par gagner. 1 heure finalement, c'était suffisant. La sortie du téléphérique passe par un petit musée. On y parle des Guanches, les habitants autochtones de Tenerife, avant la conquête espagnole au XVe siècle. Ce sont à l'origine des Berbères d'Afrique du Nord qui ont débarqué sur l'île au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Les Guanches avaient une vision du monde animiste et polythéiste. Le TID était un lieu sacré, considéré comme la demeure de forces surnaturelles. Un des aspects les plus marquants de la culture Guanche est la momification des morts. Les corps sont enveloppés dans des pots et déposés dans des grottes funéraires. On termine par la boutique du TID. On pourra au moins dire qu'on a vu le pinson bleu si on n'arrive pas à l'observer pendant notre séjour. Ça vaut le coup de grimper là-haut, mais soyez bien équipés et préférez y grimper tôt le matin, que ce soit à pied ou avec le téléphérique pour ne pas trop subir le nombre de personnes. On poursuit la journée du côté de la Montaña Blanca depuis les mines de San José. C'est un ancien cône volcanique explosif, composé en grande partie de ponces claires et de cendres. Sa couleur presque blanche vient de la forte teneur en silice des dépôts issus d'éruptions très riches en gaz. Ce sont des matériaux légers et friables qui contrastent fortement avec les basaltes noirs. Puis retour par les rocs de Garcia.
Ce sont des vestiges d'un ancien édifice volcanique beaucoup plus ancien, mis à nu par l'érosion différentielle. Le vent, les variations thermiques et les épisodes de gel ont lentement sculpté ces colonnes et ces formes étranges. Ces cheminées de basalte sont plus résistantes que les roches environnantes. On se croirait dans un décor de western. Un peu plus loin, on remarque ces roches aux teintes verdâtres. Elles proviennent d'une altération hydrothermale. La chaleur, les gaz volcaniques et l'eau ont transformé les basaltes en minéraux argileux riches en fer, comme la nontronite, ce qui donne cette couleur vert-olive. Le TID paraît sec et minéral, mais l'eau n'est jamais totalement absente. Elle se manifeste ici sous forme de zones humides très ponctuelles, souvent temporaires grâce à la pluie et à la neige, et à la mer de nuages apportés par les alizés, qui jouent un rôle clé. Les nuages s'accrochent au relief, et la condensation humidifie le sol et la végétation. Ces micro-habitats suffisent à maintenir la vie de mousses, d'insectes et de plantes endémiques, parfaitement adaptées à l'altitude et aux conditions extrêmes. Par exemple, la vipérine du TID, strictement liée aux hautes altitudes du parc national du TID. Elle adopte un cycle bisannuel. La première année, elle forme une rosette de feuilles argentées. La seconde année, elle produit une inflorescence spectaculaire pouvant dépasser 2 mètres, composée de milliers de petites fleurs rouges vifs. La lumière devient irréelle avec le coucher de soleil sur fond d'une mer de nuages. On vous laisse admirer. Après la montagne blanche, voici la montagne noire. Elle fait partie de la réserve naturelle du volcan Chiniero. Aujourd'hui, on parcourt ce paysage à pied. Le départ se fait dans la couronne forestière, au milieu des pins canariens. Ici, on entend régulièrement le pinson bleu, une espèce endémique des Canaries, très liée à ces pinettes d'altitude. On le trouve surtout dans les forêts de pins des îles Tenerife et de Grande Canaria. Il vit entre 1200 et 2000 mètres d'altitude à Tenerife. Il se nourrit surtout de graines de pin et d'insectes. Sa population est considérée comme quasi menacée par l'UICN, avec seulement 2000 individus sur Tenerife et 400 sur Grande Canaria. Mais bonne nouvelle, entre les aires naturelles protégées et les programmes de protection et de conservation mis en place, ils deviennent de plus en plus nombreux. Peu à peu, la forêt s'ouvre et laisse place aux coulées de lave du Chiniero. Le sol devient noir et chaotique. On traverse ensuite des paysages étonnants, faits de dunes de sable volcanique noir sculptées par le vent, ponctués de petits cratères secondaires. Le Chiniero correspond à une éruption fissurelle récente survenue en 1909. Il fait partie du même système volcanique que le TID. Le magma, issu du même réservoir profond, est remonté latéralement sur une fracture loin du sommet du TID. Cette éruption a probablement joué le rôle de soupape, libérant la pression sans déclencher d'éruption majeure du volcan central. On parcourt ce paysage à pied sur une boucle d'environ 14 km avec 300 mètres de dénivelé, un itinéraire accessible et incroyablement varié. Vous ne pourrez pas vous perdre, les sentiers sont très bien indiqués. La boucle de retour nous ramène progressivement dans la pinède. On peut parfois entendre ou observer le piquet-pêche, bien installé dans ces forêts de pins, où il trouve à la fois nourriture et site de nidification. Ces forêts résistent aux incendies et aux sols volcaniques grâce à leur écorce épaisse et à leurs aiguilles longues. Aujourd'hui, on est au nord de l'île, pour une journée un peu plus citadine, mais toujours avec vue sur l'océan et le TID. La ville de Puerto de la Cruz marque notre arrivée sur la côte nord de Tenerife, une ville balnéaire directement exposée à l'Atlantique. À l'origine, c'est un petit port de pêche utilisé dès le XVIe siècle comme débouché maritime pour la ville de la Orotava, située plus haut dans la vallée. Le port sert alors à exporter les richesses agricoles de l'île, notamment le vin très apprécié en Europe. Pendant plusieurs siècles, Puerto de la Cruz joue un rôle clé dans le commerce atlantique. Cette ouverture sur l'océan marque durablement la ville, autant dans son architecture que dans son identité. En ville, les façades colorées et les balcons coloniaux rappellent l'histoire portuaire de Puerto de la Cruz. Au XVIIIe et au XIXe siècle, la ville commence à changer. Le commerce décline peu à peu, mais un autre type de visiteurs arrive, des voyageurs européens attirés par le climat doux de la côte nord. Puerto de la Cruz devient l'une des premières destinations touristiques des Canaries. Les piscines naturelles sont protégées par des digues de basalte, construites pour canaliser la force des vagues. Mais même derrière ces barrières volcaniques, la mer reste puissante. Dans l'eau, les surfeurs profitent de ces conditions. L'ermitage San Telmo a été fondé en 1780 et est dédié au patron des marins, le père dominicain San Pedro González Telmo. L'église Notre-Dame de la Pointe de France date de 1697. Elle comprend un plafond en bois de style mudéjar et 3 nefs. Elle fait face à des jardins paysagers. On quitte ensuite le centre pour longer les falaises à Punta Juan de Centella. Je déteste ce genre de balade à flanc de falaise.
Et Hubert adore m'y traîner. Côté faune, ce sont surtout des pigeons busets que l'on observe, et des lézards de Tenerife, et des goélands le cofé. Sur la côte nord de Tenerife, les goélands sont omniprésents. Les piscines naturelles sont superbes, mais elles peuvent devenir dangereuses selon la marée et l'état de la mer. Vérifiez toujours les conditions avant de vous approcher. Un peu plus en retrait, au-dessus des cultures, les serins des Canaries se font entendre. Endémique de Macaronésie, il est surtout connu pour être l'ancêtre du canari domestique. On continue de descendre vers le sud, direction Icod de los Vinos, un petit village connu pour abriter le dragonnier millénaire. Ce Dracaena draco est présenté comme le plus vieux du monde. Son âge exact reste difficile à déterminer car il ne produit pas de cernes, mais il aurait probablement entre plusieurs centaines et plus d'un millier d'années. Pour les Guanches, il était déjà un arbre sacré. On peut l'apercevoir depuis la place de l'église, mais pour vraiment l'observer, on choisit d'entrer dans le jardin botanique pour 5 €. L'accès permet de l'admirer sous tous les angles. On y fait une belle petite balade entre palmeraies, plantes endémiques et espaces cultivés. Des panneaux expliquent la vie locale d'autrefois et de quoi vivaient les habitants de la région. Côté flore, on croise de la sauge, du limonium, des euphorbes. Il y a même une petite bananeraie et un jardin aromatique entretenu par quelques poules en liberté. Après le jardin, on fait un tour dans le village. Ce jour-là, c'est la fête. Une course de caisse à savon traverse les ruelles pentues d'Icod de los Vinos. De notre côté, on se laisse tenter par quelques gourmandises locales. On goûte des liqueurs, un peu de fromage, du moro bien sûr. On continue notre périple vers le sud, direction Garachico. Ancien port majeur de Tenerife, la ville a été en grande partie détruite par une éruption volcanique au début du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la côte est dominée par ce rocher isolé, utilisé comme site de nidification par des goélands. En chemin, Hubert repère un résinier de mer. Si les fruits sont propres, on peut les manger directement. Ils ont ce petit goût iodé légèrement salé qui relève bien la saveur. Attention quand même, ce ne sont pas des raisins comme chez nous, il y a des noyaux à l'intérieur. On reprend ensuite la direction de Masca pour passer de l'autre côté de l'île en traversant le massif montagneux. La route devient de plus en plus sinueuse et on arrive finalement à un mirador. Le soleil commence à se coucher et le panorama est vraiment magnifique sur la Gomera. Bon, Hubert est concentré sur les plantes comme d'habitude. Le retour se fait par le village de Masca. À mon sens, c'est un peu survendu. Le village est minuscule, la route est extrêmement sinueuse, les vues sont spectaculaires certes, mais la conduite reste fatigante, surtout en fin de journée. Si jamais j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alcalá est un petit village balnéaire avec des piscines naturelles. C'est très joli, les fonds sont clairs, bien protégés. Si vous aimez le snorkeling, c'est un spot idéal. Sous l'eau, on observe notamment la blénée atlantique, souvent cachée dans les trous, la demoiselle à ailes bleues, très territoriale, et le poisson trompette, long et élancé, qui se déplace lentement à la verticale pour se fondre dans le décor. Une raie aigle passe tranquillement nous dire bonjour. On termine la journée par un crochet à El Puertito, un petit village charmant, même si un grand complexe est en train de se construire avec de vastes parkings. Pour l'instant, profitons-en, l'endroit reste encore relativement préservé de la manne touristique. L'ambiance est celle d'un petit port de pêche encore authentique. Ici, ce sont les chats qui font la loi. On continue notre tour de l'île par Las Galletas. On longe encore une fois les bananeraies, omniprésentes sur cette partie de Tenerife, avant d'arriver dans une petite ville balnéaire. On est venu surtout pour voir la Montaña Amaria, la montagne jaune. Le lieu est assez étrange, très hippie mais très fréquenté. Il y a beaucoup de monde, alors on ne traîne pas trop sur la plage. On file directement dans l'eau. Et là, que ce soit sur Terre ou sous la surface, les formations géologiques sont vraiment incroyables. Des arches, des trous, des recoins dans tous les sens. Tout est sculpté par l'érosion marine dans ces anciennes coulées volcaniques. Sous l'eau, on croise des seiches, capables de changer de couleur en un instant pour se camoufler. Et des bancs de saupe, ces poissons herbivores qui broutent les algues.
Depuis le port de Los Cristianos, il est possible d'embarquer pour aller voir les globicéphales et les dauphins. Si vous souhaitez les observer, choisissez toujours des sorties éthiques respectueuses des animaux. Je vous mets un lien en description. On passe par la montagne rouge, montagne blanche, montagne noire, montagne jaune, et maintenant montagne rouge, qui porte très bien son nom. L'endroit est très paisible. L'après-midi, les grandes plages sont fréquentées, parfois naturistes, ne soyez pas surpris. Mais le soir, c'est un calme absolu. Moi, je traîne autour des vasques à marée basse, à la recherche des petites blennies atlantiques qui attendent tranquillement la marée haute. On passe ensuite par le marché couvert qui n'a lieu que le dimanche. On y fait nos courses pour la semaine. Papaye, goyave, avocat, mangue, on se régale et en plus les prix sont encadrés. Le soir, on va manger au restaurant La Gula. C'est un restaurant typique. Alors attention, il ne faut pas craindre le jambon. Végétarien, soyez prévenus. On y goûte le biscocho. Ce sont des petits pains secs fabriqués sur l'île. On les casse à la main pour les réduire en miettes avant de les manger. Pour les végétariens, on recommande vraiment le restaurant Naïf. C'était absolument divin. Et oui, on a même testé les huîtres françaises. Probablement celles de l'étang de Thau, pas très loin de chez nous, comme quoi. Les desserts sont très gourmands et très réussis. Tarao, c'est clairement le village où manger le meilleur poisson frais de Tenerife. Un village de pêcheurs avec de superbes levées de soleil sur Grande Canaria. Le paysage est dominé par les éoliennes. Le soir, choisissez un restaurant de pêcheurs. On vous conseille El Mero Pancho. Dès l'entrée, on choisit directement ce qu'on veut manger sur l'étal ou sur la pancarte. Poisson, fruits de mer, salade, tout est ultra frais. En 5 à 10 minutes, c'est passé à la plancha et servi. On peut aussi tester les pimientos de padron et le gofio. Le gofio, c'est une farine de céréales grillées, héritée des guanji. On tente aussi une cazuela, une énorme marmite remplie de fruits de mer. Très généreux, très bon. Je fais parfois des exceptions à mon régime végétarien en voyage pour goûter les spécialités locales, et là, ça vaut clairement le coup. Direction ensuite le village d'Abades. On y arrive tôt le matin pour tenter quelques photos d'oiseaux. Deux pêcheurs du coin sont installés dans les rochers, et la pêche est bonne. Nous, on se met à l'eau dans la baie depuis la plage familiale d'Abades. Ici, il y a une prairie sous-marine fréquentée régulièrement par des tortues vertes. Elles broutent tranquillement le fond, souvent autour d'une dizaine de mètres de profondeur. Soit vous êtes très à l'aise en apnée comme Hubert, soit comme moi, vous descendez avec les bouteilles pour aller leur dire bonjour. Plus au nord, on passe à Los Barrancos. Un petit village coloré, presque troglodyte, niché sous la colline. Une pause simple et très agréable. Pour passer la soirée, direction Santa Cruz de Tenerife. On vous recommande de passer au marché des Nuestra Señora de África, un lieu emblématique pour découvrir les produits locaux. Et on profite des illuminations de Noël, du dragonnier emblématique de la ville, symbole des Canaries, et de la statue de poisson, clin d'œil à l'identité maritime de Santa Cruz. Nous partons à Igueste, tout au nord de l'île. C'est un petit village isolé. Chacun a son potager, ses bananeraies, ses manguiers, ses orangers, ses ruches. C'est tout simple et paisible. Dans le village, on rencontre un serin des Canaries. Cet excellent chanteur, bien plus à sa place ici que dans une cage de salon. Le sentier grimpe encore et encore. Une vraie rando. En chemin, on observe les formations volcaniques et les lézards de Tenerife. Au sommet, le vent souffle fort. Une petite chapelle domine le paysage et quelques lézards nous tiennent compagnie pendant le casse-croûte. À la descente vers la plage, on croise des petites chèvres sauvages. Puis apparaît la plage de sable noir, la Playa de Zapata. Accessible uniquement à pied ou par la mer, on est seul au monde, à part quelques voiliers au mouillage. Mais il faut bien remonter.
Il nous attend encore 2,5 km avec 400 mètres de dénivelé positif, puis la descente. La montée est rude, on se perd un peu et on termine la rando de nuit. À Iweste, on est complètement KO. Et on termine ce voyage par mon endroit préféré, la forêt d'Anaga. C'est un changement radical d'ambiance. C'est une forêt enchantée de lutins et de fées. En vrai, c'est une laurisylve. C'est une forêt subtropicale adaptée à un ancien climat, aujourd'hui disparu d'Europe continentale. Le sous-bois est tapissé de mousses et de fougères, parfois géantes, qui captent l'eau de la mer des nuages. Ouvrez l'œil, on vous observe. Les lézards de Tenerife sont partout. C'est une espèce endémique de Tenerife. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Ils sont très fréquents, du littoral jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Actifs surtout en journée, ils profitent des roches volcaniques pour se chauffer et s'y réfugier. On peut aussi entendre le rouge-gorge des Canaries. C'est une sous-espèce endémique qu'on reconnaît par sa couleur rouge plus profonde. Très attaché à son territoire, il fréquente surtout les pinèdes et les forêts humides où il trouve insectes et abris. Le pinson des Canaries est très proche du pinson des arbres, mais il est légèrement plus petit. Et il y a aussi le roitelas huppé de Tenerife, sous-espèce endémique de notre roitelas huppé. Des miradors offrent de belles vues sur l'océan et le Teide. Puis, on descend vers la ville de La Laguna, qui ouvre les festivités de Noël ce soir. La Laguna, c'est l'ancienne capitale coloniale de Tenerife. Fondée à la fin du XVe siècle, après la conquête castillane, la ville a servi de modèle urbain pour de nombreuses villes d'Amérique latine. Son plan en damier, sans fortification, était alors une idée nouvelle. Une ville pensée pour s'étendre, pas pour se défendre. En se promenant dans le centre historique, on remarque tout de suite l'architecture. Les façades colorées, les patioles intérieurs, les balcons en bois. Ce soir-là, la ville est en fête. Les rues s'illuminent, des concerts s'installent un peu partout, des spectacles de rue surgissent au détour des places. On croise un mélange improbable, des fanfares, des rappeurs, des rois mages, des familles entières sorties pour la soirée. La ville appartient à tout le monde sans distinction. On en profite pour goûter aux spécialités locales, fromage de chèvre, moreau, patates douces. Ce séjour a été intense en émotions et en paysages. Toute la description de notre voyage est disponible sur notre blog Nature Nomade. Retrouvez-nous dans notre vidéo dédiée aux plongées et au snorkeling sur Tenerife. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt sur Nature Nomade!